Puisqu'on a très vite compris dans les sociétés les premières que l'humanité a construites, que l'échange, qui est le fondement de l'économie qui nous réunit ce soir comme sujet de réflexion, est très dangereux. En effet, si je donne quelque chose à quelqu'un et qu'il me donne quelque chose en échange, ça va être un sujet de dispute, on ne va pas être d'accord sur la valeur de l'échange, et donc on peut créer la violence. Donc l'échange est une source de violence. Et donc, si on crée des règles de fonctionnement, des procédures pour l'échange, qui deviennent ensuite des règles morales, c'est pour éviter la violence. Fascinant de voir d'ailleurs que dans toutes les civilisations premières, bien avant le monothéisme, une procédure s'est imposée partout, alors que ces civilisations n'étaient pas tellement communicantes, qui faisait que l'échange ressemblait à ce qu'on emploie aujourd'hui de temps en temps quand on échange des otages. C'est-à-dire qu'on avait défini un endroit, en général qui correspondait à un endroit sacré, renvoyant à la religion, dans lequel celui qui avait quelque chose à échanger venait poser cet objet. Puis s'en allait. L'autre regardait, mettait quelque chose qui lui paraissait équivalent, s'en allait. L'autre premier revenait, si ça lui allait, il prenait ce que l'autre avait mis et repartait. Si ça ne lui convenait pas, il s'en allait et il attendait que l'autre mette. Pourquoi ? Parce qu'il fallait à tout prix créer une sorte de neutralité du lieu de l'échange pour éviter que la rencontre dérape dans la violence. La morale, c'est d'abord des procédures pour éviter la violence. Un grand progrès a été accompli assez tard dans l'histoire humaine quand l'échange est devenu un échange monétaire. Dès que quand l'argent est apparu, assez tard, enfin disons, on peut penser que l'équivalent monétaire, qui n'était pas encore la pièce de monnaie, c'est 2000 ans avant notre ère, à Babylone comme en Égypte, puis ensuite la monnaie beaucoup plus tard, ça réduit la violence formidablement parce qu'il y a un équivalent unique qui fait qu'on ne peut plus discuter la valeur, elle est la même pour tout le monde. Une fois qu'on a fait l'échange sur un prix, le prix conduit à un étalon d'échange universel. Et là, on a commencé, Gilles Robin, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, à se poser toute une série de questions, puisque à partir du moment où l'échange apparaissait, l'échange a très vite été non pas un moyen d'équivalence, où chacun obtenait ce que l'autre avait cédé, mais un moyen d'accumulation de richesses, où chacun obtenait plus, tout simplement parce que quand on a des biens qui peuvent produire des richesses, du bétail, des femmes, des terres, on peut accumuler des richesses, et donc il y a eu un processus d'accumulation. Et là, s'est produit immédiatement une réflexion morale, un peu partout, sur qui a le droit et dans quelles limites d'accumuler des richesses. Et là, il y a eu très vite, dans toutes les civilisations, une rupture fondamentale entre deux types de civilisations. Un premier type de civilisation qui a dit le scandale, c'est la richesse. Parmi ces civilisations, il y a à peu près la plupart des civilisations d'Asie, la civilisation grecque, le monde grec, à quelques exceptions près, je pourrais y revenir, c'est assez compliqué, et comme héritière du monde asiatique et du monde gréco-romain, le monde chrétien, qui, quand il est apparu, a dit clairement le scandale, c'est la richesse. Ça correspondait aussi à une stratégie qui est très antérieure au christianisme, qui est le seul qui a le droit de faire de la richesse, c'est l'Église, quelle que soit l'Église, dans la mesure où la richesse consiste à donner une offrande pour communiquer avec l'au-delà, et donc l'accumulation de richesses par les prêtres, c'est une façon à la fois cynique d'accumuler le pouvoir au sein de l'Église, des églises, mais aussi une façon habile de faire que l'accumulation de richesses soit dans ce lieu d'échange silencieux dont je parlais tout à l'heure, et donc soit extérieure au risque du pouvoir humain, et donc soit protégée de la violence que le pouvoir humain peut donner. Donc, dire la richesse est un scandale, c'est neutraliser la richesse pour en faire un instrument au service de Dieu, parfois dans les dévoiements au service des serviteurs de Dieu. Mais en principe, c'est une stratégie intelligente d'utiliser la richesse au service du bien, et en tout cas de la communication avec la transcendance. Puis il y a une deuxième type de civilisation radicalement différente, qui ont dit non, le scandale, ce n'est pas la richesse, le scandale, c'est la pauvreté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'éviter que les gens soient riches, c'est de faire en sorte que les gens utilisent au mieux possible leur richesse
parce que la richesse, c'est le produit du travail, c'est sain, c'est normal, le travail doit rapporter, tout ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, et ce qui compte, c'est aussi et d'abord ce qu'on en fait pour éviter que les autres ne soient pas en situation de pauvreté. Ça renvoie à deux mondes radicalement différents, et on peut dire que dans ce monde pour lequel le scandale, c'est la pauvreté et pas la richesse, il y a d'abord, surtout et presque seul, le judaïsme. Une partie du protestantisme est venue rejoindre cette thèse, et une partie de l'islam, assez vite fermée d'ailleurs, parce que correspondait à une conception de l'islam très particulière, s'est ralliée à cette thèse. Le scandale, c'est la pauvreté. Et ça change tout. À partir du moment où vous dites le scandale, c'est la pauvreté, vous acceptez de considérer que c'est bien de transformer le monde, c'est donc moral. Vous considérez que le monde n'est pas parfait, donc il nous appartient de l'améliorer. Donc nous avons une conception du monde très audacieuse. Comment? Le monde n'est pas parfait, Dieu ne nous a pas donné un monde parfait, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc c'est toute la réflexion sur la fonction de Dieu, le retrait de Dieu, qui découle donc, d'où découle le tikkun olam, enfin toute une série de réflexions philosophiques extrêmement profondes. C'est donc admettre que le scandale, c'est la pauvreté, c'est admettre que le monde que Dieu nous a laissé est imparfait, puisqu'on admet qu'il est scandaleux qu'il nous ait laissé un monde où il y a de la pauvreté. Donc, une mutation très radicale du rapport à Dieu et donc à la morale. C'est en même temps une mutation radicale puisque ça admet l'idée que la fonction de l'homme sur la Terre, c'est de produire des richesses. Donc, deux choses tout à fait particulières dans le rapport à la morale. Première chose, transformer la nature, c'est bien. La nature n'est pas bonne en soi. Plus encore, la nature est l'ennemi de l'homme. Mais quand on admet que la richesse c'est bien et que la pauvreté c'est pas bien, alors on déteste les forêts et on adore les jardins. On déteste la campagne et on adore la ville. On aime ce que l'homme fait et pas ce que la nature lui donne. Et la deuxième chose qui est très profonde dans cette conception-là, c'est le rapport au temps qui change profondément. Si on admet que le scandale, c'est la richesse, alors il faut à tout prix que tout soit répétitif, parce qu'il ne faut pas accumuler de richesse. Si on admet que la richesse, ce n'est pas un problème, mais qu'au contraire, il faut l'assumer, l'accepter, grandir, alors le temps devient un allié, non pas un ennemi. Le temps n'est plus cyclique, il avance. Et l'homme s'inscrit dans l'histoire du temps et utilise le temps comme une richesse. Dans le premier cas, le temps surtout ne doit rien valoir, parce qu'il ne faut surtout pas que le temps soit utile, donc en particulier pas d'intérêt. Alors que dans le second cas, le temps a de la valeur, puisqu'il est le chemin sur lequel s'inscrit la réparation du monde imparfait que Dieu nous a laissé. Et à ce moment-là, l'intérêt a du sens. Mais naturellement, tout ça ne s'inscrit que si le monde et la richesse est utilisé dans un but moral. C'est quoi le but moral? Dans les textes qu'a cité M. le rabbin, il y en a un que je voudrais ajouter, qui me paraît tout à fait fondamental et que je cite souvent quand je suis amené à parler de cette question. C'est le discours de Salomon au moment de l'inauguration du temple. Donc, Salomon inaugure un temple, comme vous savez, arrive à une période de l'histoire très particulière. Son père avait échoué, lui-même a des difficultés, il y arrive, il construit le temple, il est une nation incroyablement puissante, il a écrasé tout le monde autour de lui, il construit un temple avec toutes les richesses possibles et imaginables de la planète. Qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Il dit, nous sommes très riches, nous sommes très puissants. Mais ne vous y trompez pas, cette richesse, elle n'est rien si elle est pour nous. Nous ne serons pas heureux si nous utilisons cette richesse. Pour nous, nous serons heureux que si nous utilisons cette richesse d'abord et avant tout pour les 70 peuples qui nous entourent. 70, c'est un chiffre si important dans l'histoire juive, je ne reviendrai pas. La richesse, ça sert d'abord à la richesse des autres. Ça sert d'abord à faire en sorte que les autres puissent avoir droit à la dignité. Donc, ça donne un sens tout particulier au scandale de la pauvreté. C'est la richesse, c'est utile aux autres. Vous imaginez la résonance de cela dans le monde moderne. La richesse, c'est d'abord quelque chose qu'on a le privilège d'avoir, qu'on est même en situation de privilège de pouvoir rassembler, qu'on est même par son intelligence, son travail, sa volonté, en situation de privilège de pouvoir construire. Et le fait de l'accumuler, même si c'est simplement par le travail le plus honnête, ce n'est pas pour vous. Vous l'avez reçu, vous devez le rendre. Vous servez le monde. Vous servez le monde et d'abord,
ce qui vous entoure. Et c'est ça le sens de ce discours qui, à mon avis, structure la conception juive de la richesse et qui fait que, très souvent, cette conception, les Juifs sont riches, ils adorent l'argent, est si mal compris. C'est vrai, oui, il faut l'assumer. La richesse, du point de vue juif, est une très bonne chose. Mais, quel est son sens? À quoi sert-elle? Les autres conceptions de la morale ont toutes eu à donner un sens à ces trois questions fondamentales. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que le temps? À quoi sert-elle? Et chacune a donné sa version. Progressivement, s'est installée avec la laïcisation du monde une version assez proche du judaïsme. Oui, la richesse est bonne, dit le protestantisme. Mais elle est bonne, dit le protestantisme, parce que la richesse est le signe de la prédestination. Nous sommes riches parce que nous avons été prédestinés à l'être, donc on peut dépenser pour soi, puisque c'est Dieu qui nous a désignés comme tels. Et puis, lorsqu'on se débarrasse de la richesse, de la conception religieuse, que vient une conception purement laïque, alors la richesse est bonne en soi, à condition d'obéir à quelques règles simples, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas prendre, être en situation d'être un convive correct du repas de la vie. Et aujourd'hui, on se pose de nouveau cette question parce que nous sommes à un moment où on se demande si véritablement cette laïcisation des règles n'a pas conduit à la fin de leur système de valeurs. Si le scandale de la pauvreté et le scandale de la richesse ne sont pas tous les deux là. Aujourd'hui, il y a à la fois un scandale de la pauvreté et un scandale de la richesse. Aujourd'hui, les deux métiers qui permettent le plus d'être riches sont traders et footballeurs, dont on peut se demander s'ils sont vraiment les plus utiles. Donc est-ce que la richesse que ces gens-là ont, est-ce que c'est normal? La pauvreté augmente partout. Ce système qui s'est imposé, le capitalisme, pourquoi s'est-il imposé? Et aujourd'hui, est-il en situation d'être moral et évolutive vers la morale? Et qu'est-ce que la morale peut dire par rapport à ce qu'il est et ce qu'il peut dire? Pourquoi est-ce que le capitalisme s'est imposé progressivement comme le système de l'échange? Il y avait d'autres systèmes d'échange. Il y avait le système d'échange qui donnait tout pouvoir aux prêtres pour répartir les richesses. Il y avait le pouvoir d'échange, le système d'échange qui donnait tout pouvoir à l'État pour répartir les richesses. Mais on a vu que progressivement, le système qui s'est imposé à l'échelle de la planète, c'est celui qui permet à chaque individu, librement, en principe, de créer des richesses et d'en profiter pour lui-même. En fait, ça renvoie à ce que dans les systèmes de valeurs que l'humanité a pu choisir, ou qui étaient à sa disposition, il y en a au moins 4. Il y a le système de valeurs de « je recherche » en tant qu'être humain, je recherche l'immortalité. Et tout ce que je fais tourne autour de l'immortalité. S'il faut tout donner mes biens à l'Église, s'il faut vivre une vie de moine, une vie ascétique, peu importe, l'immortalité. Dans ce cas-là, le scandale, c'est la richesse. Dans ce cas-là, on est dans une direction de société, de contemplation, de méditation. Ça renvoie à l'autre monde dont je parlais tout à l'heure. Ce monde-là a explosé. La recherche de l'immortalité n'est plus la valeur dominante, le moteur de l'histoire. Il y a un deuxième moteur possible de l'histoire qui était la solidarité. Nous sommes une espèce, nous devons vivre ensemble, nous devons être solidaires, et cette solidarité constitue le moteur de l'avancée de l'espèce humaine. Si on regarde en tant qu'espèce, ça a été à certains moments le moteur de certains groupes humains, mais ce système a explosé aussi. Depuis un siècle, on l'a essayé, ça a donné d'épouvantables caricatures, il y a eu des choses qui ont été réussies, mais ça a explosé. Il y a un quatrième dont je parlerai tout à l'heure, mais le troisième système moteur de l'activité humaine, c'est la liberté individuelle. Et si on regarde tout ce qui s'est passé dans l'histoire depuis des siècles, progressivement, l'espèce humaine a éliminé tous les systèmes de valeurs autres que la liberté individuelle. C'est la seule valeur qui compte, nous voulons être libres. Chacun veut être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? C'est absurde. On n'est pas libre. On est né à un certain moment, on n'est pas libre de choisir quand on est né, on n'est pas libre de choisir son pays, on n'est pas libre de choisir sa date de naissance, on n'est pas libre de choisir sa classe sociale, on n'est pas libre. Mais à l'intérieur de la prison que représente la condition de chacun d'entre nous, on veut écarter les murs au maximum. C'est le seul combat qu'on se reconnaît. De plus en plus, le seul combat, écarter les murs,
de la prison de chacun d'entre nous. Et c'est le seul combat qui s'est imposé progressivement, au point que les religions ont été progressivement amenées à dire bon, d'accord, les hommes sont libres, il n'y a pas de prédestination, tout ça n'est pas vrai. Vous êtes libre, très bien, vous êtes libre, mais enfin, quand même, soyez moral, parce que sinon, n'oubliez pas, l'immortalité, ça compte quand même. Mais la liberté individuelle s'est imposée, comme la valeur dominante. Et c'est à partir de là que, progressivement, on a vu l'histoire évoluer vers le capitalisme. Et l'histoire évoluait vers le capitalisme et la rupture des règles morales. Parce que le capitalisme, pour moi, c'est la même chose que l'économie de marché, c'est des mots qui veulent dire la même chose, donc prenons-le comme synonyme. Comment toute cette histoire est née? On a vu apparaître progressivement à travers le monde des États, des structures puissantes qui gouvernaient. C'est apparu en France, en Angleterre, en Russie, ou même dans des villes, qui ont été des villes-États très puissantes, avec des dictatures fortes. Ces dictatures se sont rendues compte que pour croître, il fallait donner un petit peu de liberté à leurs marchands, parce que les marchands accumulaient des richesses. Donc l'État fort a quand même autorisé les marchands à bouger, parce que les marchands allaient à l'extérieur créer des richesses. Et puis progressivement, l'État fort a créé tellement de marchands que les marchands disent non, non, écoutez-moi, vous circulez, dégagez, moi, le marchand, c'est moi qui dirige. Et donc le marchand a pris le pouvoir dans les villes, dans les États, et on a eu progressivement la création de la démocratie par le marché. L'État fort crée le marché crée la démocratie. C'est ça la logique qui s'est jouée partout. L'État crée le marché détruit l'État. Ou le remplace par la démocratie, détruit l'État fort. On voit un moment charnière dans l'histoire morale, c'est les travaux de Hobbes à début du XVIIe siècle, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, où il explique très bien, parce que lui-même vit une crise absolument majeure dans l'histoire anglaise, qu'il y a besoin d'un État fort, mais il faut que cet État fort serve à la constitution d'une bourgeoisie, et que cette bourgeoisie, progressivement, va faire bouger le système. Et donc on a mis en place progressivement un système qu'on a longtemps cru parfait, un système où il y avait un État fort qui donnait une bourgeoisie, qui donnait une démocratie, la démocratie étendait les droits à tout le monde, et donc on avait des règles qui fonctionnaient autour du même principe moral, soyons libres. Mais comme chacun sait que les choses sont rares, que les biens sont rares, que la liberté est absurde dans la rareté, il n'y a pas de liberté dans la rareté, quand les choses sont rares, on n'est pas libre, puisqu'on n'est pas libre d'avoir tout, il fallait donner une illusion de liberté dans un contexte de rareté. Comment faire en sorte que les gens croient qu'ils soient libres alors que tout est rare, y compris les biens matériels comme les biens intellectuels, les biens privés comme les biens publics. Alors là, on a inventé des procédures. Pour organiser la liberté des biens rares privés, on a généralisé l'économie de marché parce que ça permet de croire qu'on est libre. On va dans un magasin, on est libre d'acheter, sous contrainte de ce qu'on a. C'est la contrainte dans laquelle s'exerce la liberté. Donc l'économie de marché, c'est le point le moins intolérable qui permet, dans une contrainte de rareté qui est la condition humaine, d'exercer l'idéal de liberté individuelle. Et dans l'exercice de la liberté individuelle dans un contexte de recherche de biens collectifs, la sécurité, la justice, dans certains pays la santé, l'éducation, il fallait trouver une procédure qui donne une certaine forme d'illusion qu'on est libre de choisir. Et ça, c'est la démocratie. Alors, autant dans le marché, on n'est pas vraiment libre parce que celui qui a peu d'argent, il est libre de consommer l'argent dans les limites de l'argent, et autant dans la démocratie, on n'est pas vraiment libre non plus parce qu'on ne peut pas consommer plus que ce que nous autorise notre vote. On vote une fois tous les 4 ou 5 ans, et là, à partir de là, ceux qui sont majoritaires décident, donc une liberté assez limitée. Mais pour autant, c'est ça le système qu'on a choisi. La morale dominante, c'est la morale qui organise la valeur dominante de la liberté individuelle. Et au fond, c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Et on peut dire que l'histoire, depuis au moins 1000 ans, c'est la généralisation de la liberté individuelle dans le marché et la démocratie, avec cette merveilleuse chose, c'est que le marché crée la démocratie, le marché crée la démocratie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la démocratie crée le marché, parce que la démocratie, c'est la liberté qui permet la liberté de mouvement, la liberté de création, et l'un a besoin de l'autre. L'un a besoin de l'autre. La démocratie a besoin du marché, le marché a besoin de la démocratie. En général, d'ailleurs, c'est plutôt la démocratie qui crée le marché que l'inverse. On a rarement des exemples où le marché est le cas de la démocratie. On a un cas très intéressant, c'est le cas de la perestroïka, où on a essayé de faire une économie de marché sans faire de la démocratie, puis finalement
de faire une démocratie sans faire l'économie de marché, et puis finalement ça a explosé, puisque l'économie socialisée ne pouvait pas tenir en démocratie. Le premier vote démocratique a été la privatisation, donc l'un ne pouvait pas tenir sans l'autre. Donc l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on a pu dire, il n'y a pas longtemps, que le système était parfait, puisqu'il y avait un système qui s'auto-engendre, marché entraîne démocratie, et réciproquement, le monde est parfait. C'est pour ça qu'on a pu écrire que nous étions dans la fin de l'histoire, non pas parce que l'histoire s'arrêtait, mais parce qu'il y avait une généralisation du même système. En réalité, ce qui s'y produit, ce n'est pas ça, comme chacun sait. C'est que le marché et la démocratie ont des failles morales profondes. Et la faille morale la plus profonde, je ne voudrais pas être trop long sur cette question, mais elle est fondamentale pour notre question, c'est le fait que le marché et la démocratie étant tous les deux fondés sur la liberté individuelle, et la liberté individuelle ayant vocation à être illimitée, chacun est en train de pousser de plus en plus, et c'est ça qui rompt l'équilibre moral, dans l'exercice de la liberté jusqu'au bout. Qu'est-ce que veut dire la liberté? Liberté, je suis libre, très bien. Si je suis libre de changer d'avis. Comme consommateur, je peux changer d'avis. Je peux acheter autre chose. Comme travailleur, je peux changer d'avis, je peux travailler ailleurs. Comme employeur, je peux changer d'avis, je vire celui que j'emploie. Comme citoyen, je peux changer d'avis, je change d'homme politique. Comme conjoint, je peux changer d'avis, je change de conjoint. Autrement dit, premier changement, la liberté individuelle, ce n'est pas seulement la liberté, c'est la réversibilité. Tout est réversible. A priori, c'est innocent. Mais si tout est réversible, tout est précaire, puisque c'est réversible. Je peux changer. Tout est précaire. Alors voilà déjà que la liberté individuelle entraîne la dictature du précaire, que nous vivons tout le temps. Contrat de travail de plus en plus précaire, durée des couples de plus en plus précaire, tout devient précaire. Mais si tout est précaire, il y a quelque chose de particulier qui en principe est stable, mais qui devient précaire aussi, puisque tout devient précaire, puisqu'on fait de l'idéologie de la liberté, de l'idéologie absolue. La chose la plus fondamentale qui devient précaire, c'est le contrat. Le contrat. Si je suis libre, pourquoi est-ce que je respecte un contrat? Donc, progressivement, les contrats eux-mêmes deviennent précaires. Contrat de travail, CDI, CDD. Le contrat de mariage, de plus en plus précaire. Le contrat de travail, je l'ai dit. Le contrat électif, on vire les hommes politiques très vite. Le contrat avec les autres générations, on s'en moque. Si le contrat est précaire, si le contrat est détruit, ça veut dire que la clé de nos sociétés, qui est fondée sur l'exercice d'un contrat social entre nous, dans l'entreprise, dans le couple, dans la famille, dans la société, dans la condition humaine, ce contrat n'existe plus. Or, le fondement du contrat, ou exactement la fonction principale du contrat, c'est d'organiser la loyauté des uns avec les autres. Le contrat, c'est ça. Créer les conditions d'exercice de la loyauté. Autrement dit, là où ça devient vertigineux, c'est que l'apologie de la liberté individuelle entraîne la généralisation de la déloyauté. Nous sommes dans des sociétés dont la ruine morale principale, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une dictature de la déloyauté, et qui, à mon avis, explique tout ce que nous vivons aujourd'hui. Chacun d'entre nous n'est plus qu'employé de lui-même, n'est plus loyal à l'égard de personne. Il n'y a plus de raison d'être loyal, puisque les autres ne le sont pas avec nous. Pourquoi est-ce que je serais loyal avec les autres? Donc, je cherche simplement à m'en tirer tout seul. Je cherche à trouver la meilleure façon de survivre dans un monde sur lequel je ne peux plus compter sur personne. Donc, puisque je ne peux plus compter sur personne, ça veut dire que je me moque des générations suivantes, je me moque de mes voisins, je me moque de l'ensemble, je suis que moi. Aucune société humaine ne peut fonctionner sous le règne de la déloyauté. Il n'existe pas. C'est pourquoi, en permanence, nos sociétés constatent cette déloyauté. C'est le banquier qui trompe son client, c'est l'employeur qui trompe ses employés, c'est le producteur qui trompe ses consommateurs, etc. Donc, puisqu'il n'y a plus de règles de contrat, puisque le contrat qui n'est que local est explosé par la dynamique de la liberté, rien n'est possible. Alors on peut dire, non, vous avez tort, il y a la démocratie qui impose la loi. Oui, seulement, voilà, il y a un truc qui se passe en plus. C'est qu'il y a un déséquilibre profond entre le marché et la démocratie. J'ai dit tout à l'heure que l'un entraînait l'autre,
Mais en réalité, le marché, par nature, est mondial. Par nature, on ne peut pas empêcher un marchand de franchir les frontières. Il va là où il veut, les frontières géographiques, mais aussi les frontières commerciales. Vous ne pouvez pas interdire à un marchand de produire des biens que l'État considère de sa compétence. Il va produire de la santé, même si l'État considère que c'est de sa compétence. Il va produire des armes, même si l'État considère que c'est sa compétence. Le marché est sans frontières géographiques et fonctionnelles. Alors qu'à l'inverse, la démocratie, elle, a des frontières géographiques, elle s'exerce sur un territoire, et fonctionnelle, elle a un territoire de compétences très précis. Et comme le marché évolue par le seul acte de chaque marchand, il évolue infiniment plus vite que la démocratie qui, elle, suppose des procédures extrêmement lourdes pour changer le territoire de compétences ou pour changer les domaines de compétences. Et donc on a une concurrence inégale qui fait que progressivement on arrive aujourd'hui, premièrement, à un écrasement de la démocratie par le marché, elle qui devait produire des biens collectifs dont le droit, traduction de la morale, ne peut plus produire ce bien collectif qui est le droit, traduction de la morale. Le marché lui-même devient planétaire, mais un marché sans droit. Un marché sans droit dans lequel, puisqu'il n'y a plus de droit, il n'y a plus de contrat, et donc il y a une généralisation de la déloyauté. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est qu'à l'échelle du monde, la globalisation n'est qu'une globalisation du marché et pas la globalisation de la démocratie, donc il n'y a pas de globalisation de l'état de droit, et cette globalisation, c'est en fait une somalisation de la planète. Nous allons de plus en plus en train de ressembler à la Somalie, dans lequel le système financier est global sans règles, totalement sans règles. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez, si vous ne le connaissez pas, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande banque à l'échelle mondiale qui a installé dans un endroit, un paradis financier, un logiciel, un automate, dont la fonction est la suivante. Chaque fois qu'un client de cette banque, où que ce soit dans le monde, passe un ordre de bourse consistant à dire « j'achète ou je vends tel titre ». Cet ordre est retransmis dans tous les ordinateurs de la banque en question et qui calcule si l'ordre est assez important pour avoir une influence, même très brève, même d'une fraction de seconde, sur le cours de bourse de l'action sur lequel le client va agir. Si l'ordinateur, en une fraction de seconde, constate que l'opération en question a une conséquence sur le cours de bourse, alors le logiciel installé dans le paradis fiscal prend une position au nom de la banque sur compte propre et joue une fraction de seconde avant que l'ordre soit réellement passé pour le client. Je pourrais vous donner le nom de la banque, l'endroit où se trouve le logiciel et comment ça fonctionne. C'est légal. Plus exactement, c'est alégal. C'est alégal, simplement parce qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit de conflit d'intérêts planétaire. Il n'y a pas de droit ça, c'est évidemment du délit d'initié. Il n'y a pas de délit d'initié à l'échelle de la planète. Et puis aller mettre en prison un logiciel n'est pas très simple. Donc, dans cet univers d'immoralité absolue, on se trouve dans une situation de chaos absolu. Et naturellement, ce chacun pour soi se traduit sur tout. Il se traduit sur le fait que, puisqu'on peut faire du chacun pour soi, pourquoi ne pas faire de dette puisqu'on ne les paiera pas? Pas de contrat. On ne respectera pas les contrats de dette. Pourquoi s'occuper de l'environnement? Les générations suivantes, ça ne compte pas. Il n'y a que moi qui compte. Le moi, maintenant, tout de suite, c'est la conséquence immorale absolue de ce à quoi on vit, de ce qu'on vit aujourd'hui. Le fondement de la relation humaine, c'est l'ingratitude qui renvoie à la loyauté du contrat. S'il y a un contrat, il n'y a pas d'ingratitude. Or, le peuple juif se trouve dans une situation de double ingratitude. Il a apporté Dieu, il a apporté l'argent. Et donc, deux raisons de l'éliminer, à un moment où justement la morale est remise en cause, donc Dieu, fondement de la morale, et l'argent, fondement de la crise actuelle. Donc, nous sommes dans l'œil du cyclone. Nous sommes dans l'œil du cyclone. D'où l'importance extrême de rappeler ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que nous n'avons, oui, aucun complexe à l'égard de l'argent, mais à condition que l'argent soit utilisé de façon morale. Oui, nous n'avons aucun complexe à l'égard de la morale, à condition que la morale se traduise dans le droit. Et là, M. le rabbin a eu raison de rappeler que l'obsession juive, ce n'est pas la morale. La morale, c'est rien s'il n'y a pas du droit. Et le droit, c'est rien s'il n'y a pas de sanction. D'où l'importance extrême de tout ce qu'il y a dans le Talmud, et en particulier même déjà dans le Lévitique, sur les sanctions. À quoi ça sert d'avoir des règles morales? À quoi ça sert d'avoir des règles de droit? Il n'y a pas de sanctions.
Et à quoi sert d'avoir sanction s'il n'y a pas de prison, de policiers, de juges, un État pour faire que le droit soit appliqué? Donc la morale sans État, c'est du baratin. C'est des mots qui camouflent un discours sans importance. Donc aujourd'hui, toute la grande question dans laquelle nous sommes, c'est de savoir s'il sera possible un jour, bientôt, pour régler tous les problèmes que le monde affronte, sans avoir à passer par la désignation de bouc émissaire, ça rôde en ce moment, si nous allons être capables de créer un système de droit mondial capable de régler ça. Parce que si vous créez un système de droit aux États-Unis, en Europe, au Japon, dans ce machin qu'on appelle le G20, il existe toujours Gibraltar. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Je n'ai pas voulu le dire, mais je le dis au passage. C'est là où se trouve le logiciel, en passant. Il existera toujours des Gibraltar sur la planète. Nous devons aujourd'hui penser que la règle morale doit être une règle planétaire. Alors on nous dira, bon, c'est utopique, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Gouvernement mondial, pas de sens, c'est impossible. Il n'est pas impossible d'imaginer que la crise actuelle nous fasse déboucher sur une vraie intégration budgétaire, qui est condition même de la survie de l'euro. Sans intégration budgétaire, l'euro disparaîtra dans les 10 ans qui viennent. Et au-delà, s'il y a intégration budgétaire, évidemment, il y a un Parlement qui votera, il y aura un gouvernement européen qui s'installera. On a un exemple qui s'est produit, qui a eu lieu aussi, c'est quand les États-Unis sont devenus indépendants. Au début, l'indépendance américaine, c'était des États séparés, puis un jour, exactement un jour très précis, le 27 juin 1790, ils sont décidés, on va avoir un État, on va avoir une capitale, et ils sont passés à cet État. Ils auraient pu se rompre. Donc, on a une histoire qui n'est pas inintéressante. Mais il faut dire qu'en Europe, on est habitué, coutumier des échecs. D'abord, on n'a jamais essayé de faire l'unité européenne sans un unificateur. Charlemagne, Napoléon, Hitler, jamais été très réussi. La première fois qu'on essaye, comme les États-Unis l'ont fait en 1790, ils l'ont fait en se débarrassant d'une puissance coloniale, mais il n'y avait pas d'unificateur interne. Après, il y en a eu un dans la guerre de sécession, mais beaucoup plus tard. Là, ce que nous sommes en train de faire en Europe est fondamental. Si nous réussissons en Europe, il y aura la même logique à l'échelle mondiale. L'Europe a dit quoi? Pas de marché sans monnaie unique. Pas de monnaie unique sans fédéralisme budgétaire. À l'échelle mondiale, c'est pareil. On tente de faire un marché unique mondial, libre-échange, etc., sans règles. Il faut évidemment l'équivalent de ce qu'a été le marché unique en 84-85 en Europe à l'échelle du monde. Des règles de droit, des règles... Mais comme le marché unique, il y avait des sanctions. Là aussi, il faut à l'échelle mondiale des sanctions. Donc la route européenne, c'est la route mondiale. Est-ce qu'on y arrivera? Si vous voulez mon sentiment, je ne suis pas très... Je ne mettrai pas beaucoup d'argent pour parier positivement dans l'état actuel du chaos. Parce que vous avez raison de dire que les dirigeants du monde ne pensent qu'à leur élection ou à leur sondage de la semaine suivante, pour l'essentiel. Mais malgré tout, la crise crée la nécessité, il y a des progrès, le G20 a au moins l'avantage d'exister, ce n'est pas du tout une instance de gouvernement, il y a des progrès qu'on n'aurait pas imaginés il y a encore quelques années. Et donc, il faut continuer à avancer dans cette voie, et progressivement, la prise de conscience de cette nécessité existe. Un jour, ceux qui sont dans cette salle, les plus jeunes d'entre vous, verront des États généraux de la planète et verront apparaître un gouvernement mondial. Je pense qu'il apparaîtra par métier, un peu comme au Moyen-Âge sont apparues des corporations qui ont unifié des métiers. Et puis les corporations sont mises ensemble et on fait l'État. Il y a une corporation du football, mais il y a aussi une corporation dans plein de domaines qui unifient maintenant à l'échelle mondiale des métiers qui travaillent ensemble. Il y a un très beau texte que nous connaissons tous, qui est... répété à l'infini dans l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce texte et je l'ai toujours interprété en choisissant l'interprétation talmudique parmi les innombrables interprétations talmudiques, parce que beaucoup disent comment les Juifs peuvent-ils dire rien de nouveau sous le soleil, mais ça veut dire le contraire de tout ce que j'ai dit depuis le début de ce discours. Le temps n'a pas un sens si rien de nouveau sous le soleil. Tout se répète. Alors, tout ce que j'ai dit est absurde, puisque si tout se répète, on ne peut rien construire. Non, dit le Talmud. Non, vous n'avez rien compris. Rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire que le nouveau est au-dessus du soleil. Ça veut dire qu'il faut changer de paradigme pour construire le monde. Et là, ça veut dire qu'il faut changer de perspective et penser l'espèce humaine comme une, indivisible et créatrice de son destin. Je vous remercie.